La deuxième saison de Jujutsu Kaisen arrive bientôt, et après une saison 1 et un film 0 qui ont vraiment envoyé du lourd au niveau action, avec des exorcistes et des fléaux aussi badass que Gojo, Sukuna ou Yuta, vous êtes beaucoup à vous demander qui est le plus fort. Et en grand expert des vraies forces que je suis, je vous propose de plonger à travers les pages du manga pour découvrir le classement des personnages les plus puissants. Alors, est-ce que votre chouchou sera dans le top? C'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti! Vous l'aurez peut-être compris avec l'intro, mais sachez qu'on va parler de persos et de feats de puissance qui ne sont pas encore arrivés dans l'anime pour la plupart. Donc si vous n'êtes pas à jour sur le dernier chapitre du manga, qui est le 224 au moment où j'écris cette vidéo, fuyez vite pauvre fou, parce que du spoiler pour les anime only, il va y en avoir pas mal. Vous êtes prévenus. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme vous le savez, dans le monde de Jujutsu Kaisen, comme il y a vraiment plein de fléaux et d'exorcismes, il y a un système d'échelle de puissance qui a été mis en place, histoire de classer autant les fléaux que les exorcistes. Le maximum étant la classe S. C'est un peu la classe gotière qui signifie que la personne ou le fléau de ce niveau est capable à lui seul d'écraser un pays et dont la solution serait minimum l'équivalent d'un bombardement. Pourtant, pas besoin d'être classé S pour déjà être un monstre de puissance. La preuve avec Yuji Datori qui se retrouve en bas de classement. Et oui, Yuji, malgré les pouvoirs de dingue qu'il a pu nous montrer dans la saison 1, notamment, représente le bas du panier des personnages les plus puissants pour une raison toute conne en fait. Il n'est plus le de Sukuna depuis quelques chapitres. Et sans Sukuna, il n'a pas de sorte d'exorcisme à proprement parler. En effet, il se servait de l'énergie occulte gagnée en bouffant les doigts de Sukuna pour renforcer ses capacités physiques. Et justement, c'est grâce à ses capacités physiques abusées qu'il est toujours dans le top pour moi. Faut dire que le Boog a une résistance plus que surhumaine quand on voit comment, après avoir perdu Sukuna, il s'est fait exploser la gueule par Megumi, possédé par Sukuna, mais c'est quand même relevé. Alors que ni Sukuna ni Megumi ne sont des faiblards, loin de là. Il s'est même honorablement défendu juste avec ses capacités physiques non boostées contre son pote possédé par Sukuna, ce qui fait que confirmer ce qu'on a appris dès le premier épisode. Yuji est clairement pas un gars normal. Reste à savoir dans les chapitres à venir s'il lui reste pas un petit peu de force de Sukuna cachée un petit peu au fond de lui, histoire qu'il reprenne le poil de la bête. Affaire à suivre. Au-dessus de lui, on retrouve presque à égalité deux personnages greniers d'une des plus grandes familles d'exorcistes, Maki Zenin et Toji Fujiguro, le père de Megumi. Maki, c'est clairement le personnage qui a le plus évolué en termes de puissance depuis le début du manga. La meuf est passée d'une fille à lunettes incapable de voir les fléaux à une vraie machine de guerre. Privée d'énergie occulte dès la naissance à cause d'un serment inné à la mort de sa sœur jumelle Mei, Maki a obtenu toute sa force vitale, ce qui lui a donné un corps d'acier plus résistant encore que celui de Yuji, en plus de lui permettre d'être indétectable sans énergie occulte, lui permettant de traverser des barrières au KLM ou de ne pas être affecté par des attaques imparables des extensions de territoire. Pour vous dire à quel point elle est devenue forte, sachez qu'elle a buté à elle seule tout le clan Zenin, qui fait pourtant partie des 3 plus grandes familles d'exorcistes, et dont elle a même tué les chefs comme si de rien n'était, alors que c'était tous des classes 1 spéciales, le rang juste en dessous de la classe S. Par la suite, elle a même affronté l'un de ses connards de cousins qu'elle avait buté, Naoya, qui est revenu sous forme de fléau de classe S, qu'elle finira par vaincre après un combat bien éprouvant. Ah, et elle a même tenu tête à Megumi, possédé par Sukuna, une vraie badass. C'est pas pour rien qu'on dit qu'elle aurait pu rivaliser avec Toji, une autre légende de la famille Zenin. Lui aussi, discrédité pour ne pas avoir d'énergie occulte à cause d'un serment inné. Pourtant, même sans ça, il a réussi à se faire un nom en tant que tueur d'exorcistes dont les compétences dues à son corps sans énergie occulte lui ont permis notamment de s'infiltrer dans un des lieux les plus protégés du lycée Jujutsu, pourtant protégé par les plus puissantes barrières. Toji était également un combattant hors pair, notamment avec ses armes vraiment pétées comme la lance céleste, capable d'annuler tous les sorts, même l'infini de Gojo. Parce que oui, le gars a pu mettre Gojo dans la merde en combat et l'a salement amoché. Un sacré exploit même si à l'époque Gojo n'était encore qu'au lycée et ne maîtrisait pas aussi bien ses pouvoirs. Mais bon, rien de bien étonnant pour un mec qui tranche des fléaux à la peau par balle, comme si de rien n'était. Qui a un corps si puissant qu'il prend le dessus sur l'âme qui a servi à le ressusciter et qui bute assez facilement en fléau de classe S comme Daigon. Alors ok, son fils Megumi l'avait techniquement un petit peu aidé, mais quand même, Maki avait plus galéré contre Naoya en mode fléau. Après, on peut pas nier que l'énergie occulte dans le monde de Jujutsu Kaisen, c'est un petit peu la base si tu veux être vraiment surpuissant. La preuve, Toji, aussi fort qu'il était, a fini par succomber face au sort violet de Gojo. Et c'est justement grâce à des sorts et une énergie occulte complètement broken que Kinji Araki se hisse aussi haut dans le classement. Ce gars, c'est simple, c'est la définition du mec qui a une chance indécente, mais qui sait s'en servir. En plus de savoir assez bien renforcer ses capacités physiques avec son énergie occulte pour mettre à mal ce pauvre Yuji, qui avait
corps Sukuna. Le vrai danger avec ce mec, c'est son extension de territoire. C'est un peu genre la super attaque dans Jujutsu. Son nom, c'est joueur meurtrier. Pour faire simple, lorsqu'il active, lui et son adversaire se retrouvent dans un pachinko, qui est un genre de flipper machine à sous japonaise, mais en un poil plus complexe. L'objectif de son extension de territoire, avoir le jackpot bien sûr. Dans le monde créé par son attaque, il peut invoquer des bonus aléatoires en début de partie, dans le but d'obtenir le jackpot qui a une chance sur 239 de tomber de base. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Lorsque Kinji chope le jackpot, il obtient de l'énergie occulte et des autosorts d'inversion illimités pendant 4 minutes 11 durant lequel il est en gros invincible et intuable. Et comme ça ne suffisait pas, à chaque fois qu'il a obtenu un jackpot, il peut relancer son extension de territoire et les chances de jackpot augmentent. Pas étonnant qu'un mec aussi puissant que Yuta considère qu'il a le moyen d'arriver à son level un jour, vu comment, avec ce boost, il a défoncé un exorciste du passé réincarné qui déconnait 0 niveau puissance avec son énergie occulte électrique. D'ailleurs, si vous voulez connaître toute la puissance de vos personnages de manga préférés ainsi que leurs plus grands secrets, abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Maintenant qu'on a vu les gros calibres qui n'ont pas encore obtenu leur rang S, il est temps de voir ce qu'elle donne, cette fameuse classe S, et qui sont ces exorcistes qui peuvent mettre un genou à un pays à eux seuls. Et on commence avec celle qui est malheureusement apparue le moins, Yuki Tsukumo, la mentor du bro des bros à Oitodo. Même si on n'a jamais vu son extension de territoire, faut dire que sa technique innée était déjà pas mal puissante. Grâce à Bombaye, la colère de l'étoile, Yuki pouvait se servir de son énergie occulte pour virtuellement modifier sa masse ou celle de son familier. Ainsi, se manger un de ses coups, ça revient à se bouffer une planète, largement de quoi exploser même des gros fléaux à main nue, surtout qu'elle ne risquait pas de manquer d'énergie occulte vu la quantité qu'il en dégageait. Elle qui était même capable de lancer des sorts d'inversion en combat pour se soigner. Et même lorsqu'elle se retrouve acculée par une extension de territoire ennemi de haut niveau, elle est même capable de créer ce qu'on appelle un territoire simple qui sert de barrière à l'extension dans une petite zone autour d'elle. Et sinon, en cas de défaite inévitable, elle peut balancer son sort ultime qui lui sert de barre d'honneur où elle augmente à fond sa masse sur une petite partie de son corps, créant carrément un trou noir qui absorbe tout sur son passage et qui aurait pu détruire la Terre sans les barrières de Tengen, qui est un petit peu comme un dieu pour l'exorciste. Comme quoi, même dans la mort, Yuki montre sa toute puissance. Allez, on monte encore d'un cran avec le plus jeune membre de la classe S, Yuta Okotsu, le protagoniste de Jujutsu Kaisen 0. Déjà, un an avec son retour bien badass, le jeune Yuta était vraiment un monstre en termes d'énergie occulte. Il en possédait une quantité gigantesque, plus grande même que Gojo, en plus d'être hanté par un esprit vengeur de rang S, quand même, qui le protégeait de toutes attaques. À force d'entraînement, en moins d'un an, il est devenu assez fort pour copier d'autres sorts innés, en plus de pouvoir libérer Rika, son esprit vengeur, grâce auquel il a pu vaincre le maître des fléaux de rang S, Suguru Geto. Après être parti en Afrique, Yuta revient dans la trame principale de Jujutsu Kaisen, plus fort que jamais, pouvant maîtriser son immense énergie occulte pour renforcer intégralement son corps, au point de pouvoir one-shot des mecs comme Jozo, pourtant capable de tanker des coups d'Itadori quand il avait encore Sukuna. Avec sa puissance nouvellement maîtrisée, Yuta est plus à l'aise en combat et détruit des fléaux de rang S comme si de rien n'était, avant d'affronter en 2v1 de puissants exorcistes réincarnés qu'il a fini par égaler grâce à ses techniques de copie. Rika et son extension de territoire pour cancel les leurs, avec ses capacités à copier les autres sorts et invoquer Rika entièrement pendant 5 minutes, en plus de super bien maîtriser les sorts d'inversion pour se régénérer en combat, le gars n'a aucune limite. C'est pas pour rien qu'il a pu buter Itadori alors qu'il avait encore Sukuna en lui. Mais rassurez-vous, c'est quand même un gentil et ça faisait partie d'un plan parce que finalement Itadori est revenu instant à la vie. Et ouais, Yuta c'est un vrai bro qui a largement les capacités de couvrir les arrières de ses potes. Pourtant, malgré toute la puissance de Yuta et Rika, au-dessus de lui, on retrouve Kenjaku, un être encore bien mystérieux possédant actuellement le corps de Suguru Geto. Ce puissant exorciste de plus de 1000 ans a réussi à traverser les âges grâce à une horrible technique lui permettant de transplanter son cerveau dans différents corps pour en récupérer les souvenirs mais également les techniques. Parmi les nombreux corps qu'il a empruntés, on va dire ça comme ça, on retrouve Noritoshi Kamo, dont il se servit de l'identité et des techniques pour expérimenter sur la fusion entre humains et fléaux, donnant naissance au fœtus des 9 phases, Kaori Itadori, dont il se servit pour donner naissance à Yuji Itadori, pour des raisons encore inconnues, mais qui expliquent sûrement ses capacités physiques hors du commun.
Et enfin, Suguro Geto, dont il convoitait le corps pour son sort inné de manipulation des fléaux essentiels à son plan. Grâce à tous ses vies et son expérience, il possède une force et une énergie occulte hors du commun, faisant de fléaux comme Maito son 4 heures. En plus d'être capable de se servir de centaines de fléaux de semi-classe 1 pour créer une spirale dévastatrice faite de toute leur énergie combinée, ou encore utiliser l'antigravité de la mer d'Itadori pour survivre aux attaques de Shozo. En plus de ça, il manipule tellement de fléaux et le fait tellement bien que grâce à la technique de Maito et aux fléaux sous son contrôle, il peut lancer la traque meurtrière, un genre de jeu macabre à la Fortnite où dès que vous entrez dans ces barrières, vous êtes obligé de jouer, donc de tuer pour atteindre 100 points et ajouter une règle au jeu. Vu comment ce monstre a résisté à l'attaque trop noire de Yuki, je me demande bien quelle est la vraie étendue de ses pouvoirs. Malgré toute sa puissance, Kenjaku sait bien qu'il y a deux êtres contre qui il ne peut rien faire sans tricher. C'est bien Satoru Gojo et Ryomen Sukuna. Pour ce qui est de Gojo, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo de toute l'étendue de sa puissance, mais le gars, c'est le mec le plus puissant possible. Déjà c'est simple, grâce à l'infini, tu peux simplement pas le toucher. Grâce à son énergie occulte démentielle, issue notamment du 6ème œil, mais aussi de son entraînement, cette capacité est désormais automatique, c'est devenu comme un passif. En plus de ça, avec ses attaques rouge, bleu et violet, il peut faire joujou comme il veut avec l'espace qui l'entoure, détruisant tout sur son passage, quitte à consommer une quantité folle d'énergie occulte. Quant à son extension de territoire, elle surcharge tout simplement votre cerveau d'une quantité d'informations infinie, vous tuant au passage, comme un ordi qui aurait surchauffé. Dites-vous que sur un humain lambda, cette technique est fatale si elle dure plus de 0,2 secondes. L'infini est un axe vraiment très violent et c'est pas pour rien que Gojo soit vraiment dans autant de débats de puissance. Au même niveau que lui, on retrouve le légendaire Sukuna, le roi des fléaux qui possède désormais le corps de Megumi. Avec son énergie occulte tout aussi immense que celle de Gojo, Sukuna peut utiliser ses puissants sorts innés capables de découper façon sushi même des fléaux de rang S, et ce, même sur son extension de territoire avec laquelle tout ce qui émet de l'énergie occulte à l'intérieur subit lacération. Si on ajoute à ça le fait qu'il a maintenant accès au sort de Megumi, on obtient un Sukuna encore plus flippant que dans le corps de Yuji. Ainsi, grâce à son énergie occulte démesurée, Sukuna a pu booster la technique des 10 ombres de son hôte et les familiers qui vont avec. Nue est ainsi bien plus grand et balance d'énormes décharges électriques, son chien de jade est plus gros et difforme, l'éléphant de la plénitude devient celui de la multitude, bien plus colossal, et il peut invoquer un cerf guérisseur ou un taureau bélier qui envoie des gigacharges en ligne droite. À travers le corps de Megumi, Sukuna est même capable d'invoquer Makora, le général céleste impie que Megumi n'a jamais su contrôler, mais que Sukuna peut se servir d'allié ou carrément voler la roue dans son dos qui lui sert de 6ème sens. Avec la puissance de ces deux bougs, le combat qui s'annonce entre eux dans les chapitres actuels promet de l'épicness et qui sait, on saura peut-être enfin qui de Sukuna dans le corps de Megumi ou de Gojo et son infini seront les plus forts. Et vous pariez sur qui? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Perso, j'adore Gojo, mais je pense que là, c'est le moment de gloire de Sukuna. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!